Avec Enis Mora. Bonjour Enis. Bonjour. Comme tous les mercredis matin, pile à l'heure, notre émission démarre. Dans sa première partie, on va commenter l'actualité de la semaine et à partir de 8h30, on accueillera notre invité de ce matin, Monsieur Norman Al-Fehri, élu de l'Assemblée nationale constituante. Et on démarre tout de suite avec l'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre. Hier, le gouverneur de la Banque centrale a fait valoir que 2014 sera également une année de transition, étant donné que le taux de croissance prévu ne dépassera pas 3% en 2013, alors que les prévisions dans le budget économique tablaient sur 3,6%. Oui. C'est vrai, donc hier, dans le cadre de l'Assemblée nationale constituante, le gouverneur de la Banque centrale était donc présent pour donner une idée à propos de la situation économique en Tunisie, une situation que certains estiment qu'elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Je parle essentiellement de la Troïka. Par contre, dans l'opposition, certains experts aussi estiment que non, là, nous fonçons dans un mur. Voilà, donc je pense que Chedli Rayali a mis tout le monde donc d'accord sur une certaine donc constance par rapport au fait que la Tunisie passe par une situation difficile. Il a estimé par ailleurs que ce taux qui a été donc de 3,6% de croissance annuelle prévu dans la loi de finances de la gestion pour 2013 ne sera pas atteint. Mais ce qu'il faut dire aussi à Rafef, c'est que ce taux-là a été baissé à 2 reprises. Il a baissé de 2 reprises pour que le gouvernement estime qu'à la fin, le 3,6, c'est possible de le faire. Chedli Rayali estime que ce n'est pas le cas et que pour réellement arriver donc à ce taux-là, il faut que la Tunisie donc fasse un taux pour le dernier semestre, donc pour le dernier trimestre de 7%, ce qui est loin donc des comptes. Ce qui nous amène à se poser la question par rapport donc est-ce qu'il y a austérité, est-ce qu'il n'y a pas d'austérité? Justement, Anis, la semaine dernière, on a parlé de cette politique d'austérité. Elle concernera qui? Donc, est-ce qu'on peut déjà commencer à parler de cette politique? Au fait, j'ai pas mal contacté certains intervenants de la scène économique tunisienne. Tous sont unanimes pour dire qu'il est très tôt de se prononcer par rapport à cette donc politique-là, même si des prémices donc de cette politique sont envisageables quelque part. D'abord, on a estimé que cette politique, au départ, donc lorsque ce gouvernement est arrivé, donc après les élections du 23 octobre, on a adopté sur le plan économique une politique qu'on appelle le go and stop. C'est-à-dire on relance l'économie, on essaie donc d'utiliser tous les leviers possibles de l'économie afin de faire une relance. Ensuite, avec le retour sur investissement et tout, là on fait du stop, et là, c'est-à-dire on essaie de comprimer les dépenses. Alors ce qui est arrivé depuis 2 ans maintenant, c'est que les dépenses sont allées crescendo. On a donc explosé, je dirais, le budget de l'État en termes de dépenses de fonctionnement, et on a même abordé la question selon laquelle 20% du budget de développement, c'est-à-dire le titre 2 du budget, sera alloué donc au titre 1, c'est-à-dire on va essayer de puiser dans les réserves d'investissement pour financer donc le budget de fonctionnement, c'est-à-dire le budget de gestion, c'est-à-dire les salaires et autres, et ceci est dû à une politique de recrutement, notamment dans la fonction publique, suite à ce qu'on appelle donc le recrutement des amnistiés, voilà, par l'amnistie donc générale, et donc ce qui nous amène finalement à considérer que cette politique risque peut-être de voir le jour. Le ministre de l'Intérieur, là, il mitigé, parfois il dit qu'il va adopter une politique donc de rigueur, parfois il dit le contraire. Là on ne sait pas réellement ce qui va se passer, mais ce dont je suis sûr, c'est que nous irons certainement à une politique... Le ministre des Finances ou de l'Intérieur? Le ministre des Finances. Voilà, vous avez dit le ministre de l'Intérieur. Ah, j'ai une pensée spéciale au ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Donc voilà, c'est le ministre des Finances donc qui souffle le chaud et le froid. En tout cas, pour Chedli Rayali, il considère que la stabilité politique reste fondamentale pour le développement économique du pays.
Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas donc continuer à naviguer à vue suite à cette crise, cette saga, je dirais, qui est devenue insipide des politiciens. Là, on a envie qu'ils trouvent une solution pour le pays, parce que là, on est en train de s'enfoncer petit à petit, et nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel. D'ailleurs, hier, en suivant les deux interventions à la télé, on a remarqué que le ministre des Finances a imputé les difficultés économiques par lesquelles passe le pays aux pressions intérieures et extérieures sur l'économie nationale, telles que par exemple les grèves, les revendications sociales, l'augmentation des prix de certains produits. Est-ce qu'ils sont d'accord sur certains points, ou bien pour vous, Émile, comment vous expliquez les deux interventions? Écoutez, moi je pense que la situation économique en Tunisie est due à plusieurs facteurs. C'est vrai que les grèves sont entêtées, donc je dirais assassines, donc par rapport à l'économie nationale, parce que le fait de faire une grève, ça fait donc perdre de l'argent à la caisse de l'État, donc aux opérateurs privés, aux opérateurs publics, ça c'est indéniable. Mais il faut aussi voir pas uniquement les grèves de l'État, mais la gestion chaotique et je dirais même donc l'incompétence de certains ministres de ce gouvernement-là. L'échec économique et social de ce gouvernement n'est plus à mettre en doute, et je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait que certains assument leurs responsabilités par rapport donc à leur incompétence. D'ailleurs, en parlant de grève, on enchaîne avec notre deuxième sujet pour aujourd'hui. Dans un communiqué rendu public hier, l'UGTT a tenu à faire quelques rectifications sur certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à la grève générale. D'ailleurs, l'UGTT a démenti la rumeur selon laquelle elle aurait appelé à une grève générale en protestation contre le refus de Nahda d'adhérer à l'initiative du quartet. Mais il reste toujours le mais, Alice. Oui, tout à fait. Donc c'est clair que nous aboutissons donc peut-être à ce dialogue national. Il y a eu des pressions étrangères, même si ces pressions ont été démenties donc de la part des protagonistes. Je parle essentiellement de l'ambassade américaine qui dit ne pas interférer dans les affaires de la Tunisie. Mais c'est vrai que le changement, je dirais, donc 180 degrés de Nahda et de la Troïka pour s'asseoir finalement avec donc l'opposition pour trouver une situation est dû essentiellement donc à des bretelles qui ont été remontées donc par le pays de l'oncle Sam éventuellement. S'agissant de cet intox-là, c'est vrai qu'il y a des partis aussi de part et d'autre qui voudraient pas que les principaux belligérants donc s'assoient autour d'une table pour discuter, et là on commence à faire fuser donc des informations, des intox selon lesquelles l'UGTT, le quartet arrive à bout de souffle et a envie donc de tout faire capoter pour que la Tunisie rentre dans une situation, je dirais, plus difficile qu'elle ne l'est actuellement, voilà, chaotique. L'UGTT, je ne pense pas que l'UGTT va miroiter la grève générale, parce que l'UGTT jusque-là est en train de faire un effort monstre pour rapprocher les points de vue. L'UGTT est en train de peser avec le quartet donc de tout son poids pour que la situation donc arrive à se décompter par rapport donc aux belligérants politiques, et le démenti vient donc de mettre tout le monde d'accord autour du fait que non, il n'y aura pas de grève générale, sachant que la grève générale à Rafef est le summum de ce qu'une centrale syndicale puisse faire. Donc on ne peut pas plaisanter à chaque fois de recourir à cette carte qui a été déjà entamée donc avec la grève générale donc du début de l'année. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment content en ce qui concerne le dialogue national. En tout cas pour lui, le quartet parrainant le dialogue national ne dispose d'aucune solution pour résoudre la crise, selon Abdraouf Ayedi, le président du mouvement AFE. Il a annoncé samedi dernier que son parti refuse le dialogue national parrainé par un quartet non politique, selon lui bien sûr, et ne disposant pas de solution pour résoudre une crise essentiellement politique. Oui, peut-être qu'on aurait dû recourir à lui, AFE, pour qu'il parraine lui-même donc ce dialogue national. Peut-être qu'il a l'étoffe de le faire. Abdraouf Ayedi, sincèrement, c'est une personne qui devient de plus en plus jusqu'au boutiste, qui voudrait être donc une partie interne, qui parle de la révolution, qui parle encore donc des objectifs de la révolution malgré ce qui arrive en Tunisie, et je pense peut-être qu'il ne vit pas encore en Tunisie. Donc personnellement, je ne prends pas donc ce qu'il dit donc avec beaucoup d'intérêt.
Alors, on termine cette première partie de notre émission dans le vif du sujet avec une dernière actualité, une dernière information. L'ancien ministre au gouvernement de Béji Qaïd Sebsi et ex-dirigeant démissionnaire du parti Al-Jumhouri, M. Saïd El-Aidi, vient de rejoindre officiellement le parti de Nidetoun, selon le site Business News. Voilà, on l'a déjà prédit, on lui a posé la question, il était notre invité il y a quelques semaines, donc pour le moment il a dit il n'y a rien. Mais là, d'après les informations, il vient de rejoindre officiellement le parti de Nidetoun. Donc, d'après vous, Enis, quel sera le poids ou le rôle de Saïd El-Aidi dans Nidetoun? Saïd El-Aidi, c'est une personne qui est d'abord très charismatique, connue pour son intégrité. Donc, là où il est passé, c'est normal, à mon avis, qu'il rejoigne Nidetoun pour étoffer encore plus, donc, je dirais, cette masse pléthorique de dirigeants au sein de Nidetoun, parce que même lorsqu'il était donc Al-Jumhouri, il était très proche donc de Nidetoun et il était donc un peu le maillon qui faisait la jonction entre Al-Jumhouri et Nidetoun. C'est vrai aussi que lui, ainsi que d'autres démissionnaires, certains, donc comme Narmel Ferri tout à l'heure, il nous expliquera un peu plus donc sa démarche qui a été contraire donc à la démarche de Saïd El-Aidi, mais Saïd El-Aidi il a compris que la Tunisie est en phase de bipolarisation, et cette bipolarisation-là voudrait que réellement on se met d'un côté ou de l'autre. Là, je trouve qu'il rejoint peut-être sa place là où il semble être le plus, donc, je dirais, confortablement assis, et je pense qu'il va donc donner une envergure encore plus importante à Nidetoun, espérant qu'avec son charisme et sa manière de traiter les dossiers, qu'il arrive à constituer donc une forme je dirais, de ciment autour de Nidetoun, parce qu'on connaît qu'à Nidetoun, la bataille fait rage. D'ailleurs, on va terminer, et non pas, c'était pas la dernière information, mais aujourd'hui, le Conseil des secrétaires généraux du Front populaire appelle à la participation à la manifestation prévue aujourd'hui devant le ministère de l'Intérieur et à la marche jusqu'à la place de Qasba pour demander au gouvernement de dévoiler les vrais responsables des assassins de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Est-ce qu'on aura, d'après vous, finalement des noms? Selon Taïb Larguili, donc le membre de l'IRVA, c'est qu'il va tenir une conférence de presse à 10h, je pense. Aujourd'hui, tout à l'heure. Voilà, donc dans un hôtel de la place. Il va dévoiler des noms, il va dévoiler surtout les commanditaires de ce crime-là, donc de ce crime atroce. Et voilà, donc je pense que le Front populaire est en train de surfer sur cette vague-là pour joindre l'utile à l'agréable, donc bénéficier éventuellement de cette mouvance sociale qui risque d'être créée par les révélations qui vont être faites par Taïb Larguili, et mettre la pression encore plus dans le cadre du Front du Salut national sur ce gouvernement pour qu'il l'amène donc à démissionner ou à ce que ceux qui sont derrière, c'est-à-dire la Troïka, donc s'assoient pour discuter avec les belligérants. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, on rappelle, c'est la journée internationale de la non-violence, et tout à l'heure, avec notre invité qui est déjà là, on va parler justement de la violence et surtout comment lutter contre cette violence. On marque une courte pause et on revient tout de suite. Et oui, ma liberté de penser pour la suite de Dans le vif du sujet. Rebonjour Enis. Rebonjour Raphaël. Notre invité parmi nous, élu de l'Assemblée nationale constituante, Monsieur Narmel Ferri. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous tous et à tous vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation si matinale. Tout à fait. Alors, on va, Anis, comme d'habitude, entrer directement dans le vif du sujet. Et le nouveau bureau politique d'Afertoun a été élu lors de son premier conseil national qui s'est tenu à Sousse la semaine dernière. C'était le 28 le 28 septembre. Non, août. C'était samedi dernier. Samedi dernier. Donc voilà, le 28 août, ça a été donc voilà le fait. Là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Donc voilà, en fait, oui, c'était donc une conférence de presse annonçant le retour officiel donc sur la scène politique de Afertoun. Ça, c'est le 28 août. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Oui, je suis studieux, moi. Oui, tout à fait. Et là, j'arrive, je suis chronologiquement donc aussi cohérent. Donc j'arrive à la semaine dernière, là où vous avez présenté
monter votre bureau politique. Tout à fait. Et on s'est tous étonnés, donc, dans les médias, de voir que Norma El Ferri, l'élu de l'Assemblée nationale constituante, ne fasse pas partie du bureau politique de FR Tunis. Pourquoi? Écoutez, c'est assez amusant parce que depuis je n'arrête pas de recevoir des coups de fil et des visites, etc. Mais je vous assure que c'est tout à fait normal et c'est bien même. D'abord, je félicite tout le bureau politique de FR Tunis et spécialement surtout les personnes qui n'étaient pas dans la première version de FR Tunis, telles que Dali Mankai, qui je pense qui rajoutera beaucoup de valeur au parti, ainsi que les 3 jeunes, moins de 32 ans, qui ont rejoint un bureau politique de 9 personnes. Moi, je pense que c'était un exemple de démocratie où le bien du parti et le futur de parti était beaucoup plus important que le bien des individus. Et ce qui s'est passé, dont je suis très content, c'est qu'on a décidé de faire de la discrimination positive. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins une femme, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans la politique en Tunisie, au moins un jeune et au moins un non-AFERP. Un non-AFERP version 1. Donc nous avons tous voté pour ces gens-là et ils ont été élus, ils ont été élus proprement, si je peux dire, avec une élection bien méritée. Et le fait que les gens ne sont pas, ou des figures du parti ne sont pas dans le bureau politique, ça n'a rien de gênant ni d'important, parce qu'il faut pas, il y a tellement de choses à faire pour un parti politique. On peut servir la Tunisie à travers son parti de so many ways, comme on dit, que on n'a pas besoin d'être dans le bureau politique pour être influent. On n'a pas besoin d'être dans le bureau politique pour participer à la décision. D'ailleurs, vous dites, Norma El Ferri, je suis assez influent et j'ai donc de bonnes relations avec tous les membres donc de parti FR Tunis. Absolument, avec chacun. Et je pense que ce n'est pas que mon cas, le cas de plusieurs personnes, ceux qui se sont présentés ou ceux qui ne se sont présentés. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, plutôt que n'importe quelle autre chose. Norma El Ferri, je voudrais revenir un peu par rapport donc à la relance de FR Tunis et je dirais cette scission qui a été faite par rapport au Parti Jumouri. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à sortir du Parti Jumouri? Vous savez, on a appris une chose, comme vous le savez, nous on a commencé la politique après le 15 janvier, ou un peu plus, on a décidé de faire un parti juste après. On a confondu alliance électorale et parti politique. Quand on est dans un parti politique, il faut que l'offre politique soit extrêmement claire. Le positionnement politique, il doit être extrêmement clair. Nous sommes un parti libéral, social. Donc on ne peut pas être dans un parti libéral, social, et donc de centre droit, et être dans le même parti de centre gauche, ou d'extrême gauche, ou d'extrême droite, etc. Et donc le fait qu'on confonde alliance et parti, alliance qui veut dire alliance dit élection, et parti politique, ce qui dit parti politique dit construction dans le long terme, avec des programmes bien précis. Quand la SONED n'est pas performante aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Un exemple. C'est ça les questions qu'un parti politique au pouvoir fait. Qu'est-ce que je fais avec de ce problème précis? Quelle est ma politique générale de ce genre de problème? Et quand on est tellement d'avis différents, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on est rentré le 9 avril donc 2012 avec le Jumhuri, en fait, l'idée, c'était de construire ce qui est aujourd'hui l'Union pour la Tunisie, ou ce qui est aujourd'hui Nida Tunis, qui est de construire l'équilibre avec le parti de Nahda. Aujourd'hui, clairement, le parti qui fait l'équilibre avec le parti Nahda, c'est Nida Tunis. Tout seul.
le Nidetoun et l'UPT, l'Union pour la Tunisie, ainsi que le Front populaire, ainsi que le Front du Salut, parce que c'est des cercles concentriques. Le Front populaire, oui. C'est des cercles concentriques. Le Front de Salut, dans lequel il y a l'Union pour la Tunisie, dans lequel il y a Nidetoun. Mais la colonne vertébrale Là, vous parlez d'un front politique. Exactement. Oui. Et donc, finalement, l'équilibre est en train de se mettre en place. Notre rôle, c'est de revenir à notre vision et à nos sentiments juste après la Révolution. Comment faire un parti qui va participer à construire la Tunisie que nous aimons tous, mais sur le long terme, et l'objectif n'est pas l'élection prochaine. L'objectif, c'est la Tunisie dans quelques années. Dans 5 ans, 10 ans, et même beaucoup plus. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait peut-être une prochaine alliance entre Nidetoun et FR Tunis Regardez, une chose qu'on s'est promis ensemble à FR Tunis, c'est que on participera à la construction de la Tunisie, mais on ne participera pas au dismantling, à l'éparpillement des forces politiques, dislocation des forces démocratiques lors des prochaines élections. Ça, c'est clair pour nous. Nous sommes là pour rassembler les démocrates progressistes plutôt que faire autre chose. Ceci se fera, j'imagine, pour l'instant, sous forme d'une alliance avec les partis concernés qui partagent la même orientation démocratique progressiste que nous. Norman Ferry, j'ai lu 2, je dirais, interviews. J'ai écouté aussi l'interview de Yassine Brahim, et dans l'espace d'un mois, il dit la chose et son contraire. D'abord, il dit qu'il va rejoindre un front politique, il y a un mois à peu près. Et maintenant, le 27 septembre dernier, il dit le contraire. Non, on ne va pas rejoindre un front politique. Je pense, il a dit qu'on n'a pas pris la décision de faire quoi que ce soit, parce que ces décisions se prennent au sein des instances du parti. Les instances du parti viennent d'être créées samedi dernier. Je pense que cette question se sera posée, d'ailleurs, la première réunion du bureau politique de FR Tunis, c'est ce soir. Je pense que le planning de travail et des priorités sera discuté ce soir, et ça sera quelque chose dans les jours, semaines à venir de prendre cette décision. Pour nous, vous savez, on n'est pas sorti d'un front pour rentrer. On est toujours nous-mêmes, on a toujours les mêmes valeurs, on a toujours la même vision, et que nous partageons avec ce front, l'Union pour la Tunisie. Maintenant, si on est dedans, si on n'est pas dedans, c'est de la mécanique tout ça. Oui, mais c'est de la mécanique qui essaye donc de donner des résultats. Norman Ferry, je voudrais aborder avec vous donc une autre question qui me paraît très intéressante par rapport à l'opposition. C'est un fait qu'on assiste, vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, donc qu'on assiste à cette bipolarisation. C'est-à-dire entre, je dirais, Nidetoun et le parti Nada. Certains estiment que le fait que des partis comme l'Alliance démocratique, par exemple, ou comme FR Tunis, dans son entreprise de relancer donc, la machine, il s'agit plus d'opportunisme politique que de fédérer les démocrates, parce qu'on a vu que le 23 octobre, le problème n'était pas l'omnipotence de Nada avec tout ce qu'elle a pu donc engranger en termes de vote, mais c'était ce que vous venez de dire aussi, la dislocation de l'opposition. L'effritement des votes. L'effritement, les 1,3 million donc de votes. Et actuellement, beaucoup pensent que si les démocrates ne rentrent pas dans la logique de la bipolarisation, on risque de répéter le scénario du 23 octobre, surtout en fait que des égos démesurés sont à l'actif des principaux dirigeants donc de chaque pôle. Non, je dirais pas de chaque pôle, je dirais pas de chaque pôle, de l'opposition, Et c'est ce qui fait juste un instant, c'est normal. Et merci. Donc et c'est ce qui fait que beaucoup actuellement à FEF ne misent pas trop sur l'opposition et sa dislocation, parce qu'ils disent qu'ils ne cherchent pas le bien pour la Tunisie, ils cherchent des places à pourvoir. Voilà. Vous savez, on peut traiter FR Tunis de
plein de choses. On l'a pas fait jusque-là. Sauf de l'opportunisme politique. Si on parle de l'opportunité pour construire la Tunisie dont on rêve, cette opportunité, oui, c'est de l'opportunisme. Si on parle de l'opportunité d'avoir un siège dans un gouvernement etc. Non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit chez nous. Vous savez que nous étions appelés à participer au gouvernement. Vous savez qu'au deuxième gouvernement, on a été appelés à être là. Le gouvernement mais c'était actuel, aussi pour redorer le blason, donc au terme d'une troïka. Exact. Donc c'était pas réellement pour des convictions par rapport donc à votre poids. Au départ, il faut, comme vous avez vu, il faut des compétences comme dans ce gouvernement. Sinon, on arrive au résultat qui est celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'opportunisme politique chez Afertounes. Il y a la construction de la Tunisie qui est notre seule ligne de mire. Encore une fois, les élections prochaines doivent être tenues par les démocrates progressistes dans des listes communes. Je pense que c'est d'une importance capitale pour le futur de la Tunisie. Donc là, vous parlez d'un front électoral. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas évident. C'est évident. Maintenant, je pense que... Non, en théorie, c'est évident, mais en pratique... Écoutez, en pratique, c'est vrai qu'avant les élections, les dernières élections, nous-mêmes, donc le petit parti Afertounes, était allé voir et l'ex-PDP et Takatel en leur disant, écoutez, en rentrant, on a fait nos calculs, on sait faire une addition mathématique et utiliser les sondages. C'était très clair que nous allons avoir excusez-moi le terme, la gamelle qu'on a eue pendant les dernières élections. Voilà, exactement, excusez-moi le terme, je cherche en français. Et on est allé voir ces deux partis en leur disant, rentrons dans un front unique. Leur réponse, tous les deux, que ce soit M. Benjafar ou M. Chaibi, nous ont dit, c'est bien beau tout ça, il faut que chacun voit son vrai regarde son vrai poids avant de rentrer dans les élections. C'est la même logique qui est en train de se... Et je pense que maintenant, chacun sait mesurer son poids et je pense que le Afertounes n'a pas l'intention. Aujourd'hui, on parle d'éventualités qui peuvent être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 10 mois. On parle même de 18 mois maintenant. Chose qu'on n'espère pas, nous on veut que les élections soient là le plus tôt possible, dans les 6 mois, et des éventualités qui sont difficiles à prévoir, mais la ligne directrice, c'est ne pas disloquer le camp démocrate progressiste. C'est notre ligne directrice et on s'y tiendra. Pour les élections, Narmel Fel, il faut avoir un programme. Donc, est-ce que vous avez déjà commencé l'élaboration de votre plan d'action ou bien définir au moins les grandes lignes de votre programme pour les élections, le programme politique, économique ou social? Alors, ça c'est la bonne nouvelle bien sûr de Afertounes. Qui dit Afertounes dit programme. Ça me semble. Il faut aussi pour les élections, il faut présenter un programme. Tout à fait. Alors, je vous dis, en train de faire donc l'apologie de son parti. Il dit même que c'est un euphémisme de dire Afertounes, c'est écoutez, on est rentré dans la politique pour exécuter des choses, pour construire la Tunisie. On peut pas construire. C'est votre droit, tout à fait. C'est comme à l'ANC, on rentre à l'ANC, on ne fait pas de rétro-planning. Et vous avez vu le résultat quand Afertounes a dit il faut absolument faire un rétro-planning un plan de travail pour l'ANC dès le premier mois, et tout le monde l'a regardé avec des yeux bizarres. Aujourd'hui, vous voyez qu'on ne peut pas construire un projet sans faire un plan de projet. C'est aussi simple que ça. Et on ne peut pas construire la Tunisie sans faire un programme et une vision très claire pour la Tunisie. Alors, nous avons fait 2 choses. La première, on s'est assuré que ceux qui recommencent cette nouvelle aventure ont les mêmes valeurs. Quelles sont nos valeurs de base que je souhaite exposer dans quelques temps. Et après, on a décidé de notre vision pour la Tunisie. Quelle Tunisie on veut construire? On veut construire une Tunisie qui travaille,
Une Tunisie qui sera dans les 5 pays les plus influents de la Méditerranée dans les 10 ans à venir, avec le meilleur système, l'un des meilleurs systèmes éducatifs et de santé. Ça, c'est notre vision. Après, nous avons pris le programme que nous avons fait pour Affaires Tunis. Nous avons assigné un coordinateur de programme et une équipe qui y travaille pour l'adapter en fonction de ce qui s'est passé sur les deux années. Et on va présenter les lignes directrices de ce programme bientôt, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais s'il y a une chose qu'on s'y attelle aujourd'hui, c'est bien le programme. Je ne conçois pas que pour les prochaines élections, quel que soit le front électoral, qui ne présente pas un programme de 5 ans, et un programme, qu'est-ce que vous allez faire dans l'année qui suit, et le premier 100 jours, le jour où vous allez avoir le gouvernement, quelles décisions vous allez prendre. Si on ne fait pas ça, on va rentrer dans le flou, on va rentrer dans comme exactement ce qu'on a fait pour le premier comme les élections d'avant. Donc il faut avoir une vision détaillée avant d'accéder au pouvoir, parce que le problème, c'est que les gens rentrent avec du tâtonnement. On ne peut pas gouverner un pays avec du tâtonnement. Vous avez vu ce qu'on a pour l'Assemblée nationale constituante. On gouverne avec du tâtonnement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, mais Norman Ferry, vous me permettez, j'imagine que tous les partis qui ont pris part donc à la joute électorale du 23 octobre ont présenté donc un programme, un semblant de programme. On a même avec à présenter 360 points. Donc, en fonction desquels chaque point, donc 365. 365, voilà. Donc, moi, je compte l'année administrative 360. Donc, comme quoi, un point tous les jours. Voilà. C'était ça le but. Takatol aussi, il a présenté donc un programme de 100 points. Tout à l'heure, vous parliez de PDP. Le PDP, il a présenté donc un programme, je dirais, de droite que j'ai bien décortiqué, ainsi que tous les autres. Mais finalement, lorsqu'on s'est assis donc autour de la table de l'Assemblée nationale constituante, on a eu droit à des alliances parfois même contre nature, si je peux m'exprimer ainsi, sans programmation. Donc le fait de la programmation réellement est une, je dirais, publicité que certains politiciens fassent pour se vendre plus. Mais moi j'ai une question. Je vais juste dire un mot ça. Oui. Ce n'est pas notre vision des choses. On verra. Notre vision des choses. Sur parole, il y a un proverbe arabe que je me permets de dire en arabe, excusez-moi, c'est difficile à traduire. لا يعجبك نوار دفلة في الواد عامل ضلايل ولا يعجبك زين طفلة لما تشوف الفعايل. Vous avez vu ce que les élus de Affaires Tunis ont fait et les propositions qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale constituante. Vous avez vu, même si on est dans l'opposition, notre manière de construire et vous pouvez juger sur sur nos propositions. Et dans la gestion de projet, il y a une règle d'or. Il vaut mieux un plan de catégorie B avec une exécution de catégorie A que le contraire. Un plan avec, on peut revenir sur les programmes maintenant et on regarde. Tout le monde faisait du populisme et ils vendaient tout le monde, j'exagère en disant tout le monde bien sûr. Et ils vendaient des 365 points et des 400 000 emplois en une année, tout ça. Soyons réalistes, dites ce que vous allez faire, faites-le et dites ce que vous avez fait. C'est des principes de base. Cependant, je reste Norman Ferry dans ma ligne un peu critique donc vis-à-vis des partis. C'est un peu, bien sûr, voilà, c'est dans le vif du sujet. Il ne fait pas uniquement qu'embellir les partis, il essaie aussi de décortiquer et de tenser un peu donc ses dirigeants. Sauf que vous partez un peu avec un talent d'Achille.
vous partez un peu avec un talon d'Achille. Il y a cette image de parti white collar, c'est-à-dire de col blanc, BCBG, un parti de petite bourgeoisie tunisienne qui vous colle à la peau. Et là, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un parti de centre droite, c'est-à-dire un parti qui est essentiellement donc à connotation, je dirais, capitaliste sur le concept économique et social. Ma question, cette démarcation-là, par rapport donc à des revendications donc populaires qui elles sont de nature socialiste, Norman Ferry, vous me l'accordez, j'estime. Et d'une part, et d'autre part, le fait aussi de vous présenter comme tel. Vous êtes concurrencé par pas mal de partis. Jumhouri aussi comporte cette ligne-là. Nidetoun aussi comporte cette ligne-là. Comment vous estimez donc sortir du lot en offrant donc, vous avez besoin, j'imagine, d'électeurs. Et les électeurs, ils ne seront pas majoritaires, ceux qui partagent avec vous, je dirais, ces convictions, je dirais, politiques de droite. D'abord, deux choses. Il faut s'assurer qu'il y ait des élections et la date des élections est fixée, etc. Et dans ce cadre que nous y attelons aujourd'hui, juste après vous, on va voir, on est invité par le GTT pour pousser Yassine Brahim et moi-même, pour pousser le dialogue national, etc. Et alors ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il ne faut pas confondre réussite professionnelle et col blanc. Je donne des exemples. Si vous regardez les gens qui sont dans le bureau politique aujourd'hui, ils ne viennent pas tous de la banlieue nord de Tunisie ou des fins fonds de la Tunisie. Il y a de tout. Samira, elle vient de Khaoulerdir, Samira Maraï, qui porte le même nom que vous. Je ne crois pas que beaucoup de Tunisiens savent où c'est que Khaoulerdir. Moi-même, je viens de Lmida, un petit village du Caban, je crois. Non, on ne parle pas des origines. Là. Oui, mais justement. Là, on parle pas des origines. Là, on parle de l'image de Norman Ferry que vous véhiculez en tant que parti. Alors, vous me l'accordez, j'imagine, que vous avez donc un parti qui est au début, maintenant. Si col blanc, c'est réussite professionnelle. C'est réussite professionnelle. Si col blanc veut dire ascenseur social, oui, nous sommes des cols blancs. Si des cols blancs faire croire à ce qu'on veut faire et le faire, oui, nous sommes des cols blancs. Si est-ce que cette image vous permettra donc de pénétrer les couches sociales les plus défavorisées? C'est exactement cette image qui m'a permis d'être élu aujourd'hui. C'est quand tu vas dans votre village, dans votre petit village ou le village voisin ou des villages encore plus nécessiteux que le vôtre, et Dieu sait que le mien est très nécessiteux, et vous expliquez comment vous avez réussi en s'y attelant à travailler avec la valeur travail, vous en êtes sorti, et comment vous pouvez redonner de là où vous êtes venu. Je pense que les gens sont sensibles à ça. Tout le monde a des enfants à l'école, tout le monde veut que ses enfants réussissent professionnellement. Je ne dis pas que nous sommes, encore une fois, que nous avons le monopole de la réussite. Ça c'est clair. Enis, il nous reste encore 7 minutes et on voudrait bien, n'est-ce pas, aborder la question du dialogue national. Tout à fait. Norman Ferry, là, nous arrivons peut-être à la fin de cette saga insipide par rapport à ce dialogue national. Quels sont, je dirais, vos pronostics là? Parce que, franchement, tous les observateurs sont divisés par rapport donc à la volonté de la Troïka de se mettre autour d'une table pour discuter une sortie de crise. Est-ce que vous, chez FR Tunis, vous estimez que toutes les parties sont conscientes du danger que guette la Tunisie à propos de cette situation politique intenable? Absolument. Comment on dit ça? Vous voulez le dire en anglais? Non, la situation actuelle est due à deux choses. L'incompétence du gouvernement actuel, et vous avez parlé de l'économie tout à l'heure, nous l'avons dit dès la loi de finances que 70% était du budget était au budget de fonctionnement du temps de Ben Ali. Après il y a eu 77%, après 83%, et l'année prochaine ça sera du 90%. Donc il y aura de moins en moins d'investissement, et donc c'est
on va vers la Grèce. Et quand on l'a dit, on nous a dit, vous exagérez. Vous vous rappelez, il y a eu tout un débat avec les SFR qu'on est en train d'exagérer. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils le disent, parce que gouverner, c'est aussi prévoir. Mais c'est aussi dû au manque de confiance dans les acteurs politiques et le manque de lucidité dans la classe politique à trouver des compromis. Notre rôle, je ne fais pas de pronostic. Nous ne faisons pas de pronostic. Il faut faire tout pour que les gens se mettent autour d'une table. Nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Une fois qu'on s'est mis autour d'une table, il faut réussir la première journée. Une fois qu'on a réussi la première journée, il faut réussir à avoir un plan clair pour les quelques jours d'après. Et il faut avancer comme ça. Sinon, le pays, non seulement il y a le danger économique, vous le savez qu'il y a aussi le danger sécuritaire. Oui. Et on n'a pas le choix. Je pense que les politiques ont cette volonté, peut-être dans l'ancienne manière de faire, c'est que comment ils gèrent les réunions, comment on se met autour d'une table qu'on discute pendant 2 heures pour arriver à dire nous avons option A et option B, décidant laquelle est la meilleure pour la Tunisie. Peut-être les nouveaux politiques, ceux qui viennent du monde de l'entreprise, pourraient les aider à clarifier ça au départ, au lieu de perdre du temps pour arriver à la même conclusion. Donc je pense qu'il faut mettre un peu de méthodologie. Et j'insiste, pour la réussite de ce dialogue national, il y a bien sûr la volonté des partis politiques. Bien sûr, il faut que chacun s'y retrouve de l'autre bout des négociations. Il ne faut pas faire sortir des perdants et des gagnants. Il faut que la Tunisie en sorte gagnant. Est-ce que vous avez été approché par le quartet pour appuyer ce dialogue national en tant qu'affaire Tounes? Écoutez, on va voir dans l'heure qui suit ou dans 1h30 à peu près. On sera avec Yassine Brahim. On sera chez Hossein Rabessi pour parler du dialogue et échanger. Et nous sommes très clairs qu'il faut réussir ce dialogue national, et chacun de nous mettra du sien suivant son background, suivant son apport, qu'il soit politique ou un peu plus méthodologique, etc. Et il faut qu'on le réussisse. Encore une fois, il faut qu'on se mette, objectif 1, on se met sur la table, objectif 2, réussir la première journée. Après, on parlera de l'objectif 3. Est-ce que vous envisagez de revenir à l'ANC une fois que le dialogue est amorcé? Une fois que le dialogue, comme vous l'avez vu dans notre déclaration des députés, une fois que le dialogue a réussi et les pedigrees, les composantes essentielles sont clarifiées et signées, et l'OPP, l'organisation de pouvoir public, a été amendée d'une façon consensuelle, on n'a aucun problème de revenir pour voter et l'ISI et la loi électorale et la Constitution et bien sûr la nouvelle OPP. Il faut faire ça. Après, on discutera comment on va superviser le gouvernement après cette période constitutionnelle. Nous sommes en train de construire quelque chose. Nous sommes élus pour construire quelque chose. Si on délivre aux citoyens tunisiens une constitution dont nous sommes très contents et une manière de gérer le gouvernement qui va venir, plus une loi électorale équitable, je pense qu'on aurait fait notre job. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Namen Ferri. Je rappelle que vous êtes élu de l'Assemblée nationale constituante, parti FR Tounes. Merci, Anis. C'est moi qui vous remercie, Rafef, et qui remercie Sinormen d'avoir accepté cette invitation et parler à battant rompeux avec nous autour de la res publica. Je vous remercie à tous. La Tunisie est dans le vif du sujet. Oui. Tout à fait. On remettra notre rendez-vous pour mercredi prochain à Nice. Je remercie également Qaïs Al-Bouzriba pour sa collaboration technique, votre ami Surtout sa très bonne musique. Oui. Ça, c'est, et la bonne humeur également. Voilà, sa bonne humeur, son faciès aussi jovial aussi.
Voilà donc, Réveil Malin prend fin, et puis on se donnera rendez-vous demain matin. Dans le vif du sujet, prend fin oui, aussi. dans le vif du sujet, prend fin également. Quant à moi, je donne rendez-vous demain matin pour vous assurer encore une fois le réveil matinal, le Réveil Malin de RTCI. Bonne journée. Sur la belle voix de Rafef Alaïa. Merci beaucoup, merci, au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs